Voilà, donc je peux en tout cas vous dire ce que je voudrais faire, un exposé de cadrage, donc qui sera peut-être redondant avec les autres exposés de Marco Martinello, de Fatima Zibou, de Martin, de Dunia et de Aïda Yansi. Mais je pense que c'est rien. Si le colloque a une visée pédagogique, je pense que c'est pas grave. S'il y a des redondants, j'espère que je serai complémentaire et non pas redondant. Alors, la question du racisme, racisme, ce sont des termes et des concepts qui sont polysémiques, c'est-à-dire qui ont beaucoup de significations, multiplicité de significations différentes. Ce sont des termes problématiques. Par exemple, est-ce que les races existent? Si elles existent, c'est en quel sens? Et ce sont des concepts polémiques également. Voilà, on y est. Ce sont des concepts polémiques. Alors, également, il faudrait que j'ai soit un pointeur, ou bien alors... voilà, ou bien alors... Je suis ton pointeur. Super, merci. Un pointeur en général, même à l'université. Et ce sont des concepts polémiques parce que les différents acteurs, même de l'antiracisme, ne sont pas d'accord sur le sens de ces mots et sur la façon de lutter contre le racisme, à tel point d'ailleurs que certaines formes d'antiracisme, certains courants de l'antiracisme accusent d'autres courants de l'antiracisme d'être eux-mêmes racistes. Bon. Donc on est dans des concepts qui sont polémiques, qui sont polysémiques, qui sont problématiques. Et donc le défi, c'est de clarifier tout ça. Alors je vais faire quelque chose que d'habitude il ne faut pas faire en pédagogie, je vais vous donner ma réponse tout de suite. Hein, bon. Donc je ne vais pas la construire petit à petit, je vais tout de suite vous proposer ma définition du racisme, hein, la voilà, et puis on va la décortiquer, et puis après nous en discuterons. Voilà, le racisme est un ensemble de pratiques individuelles et institutionnelles qui ont pour but et ou pour effet de produire et de reproduire la domination de certains groupes sociaux racisants, hégémoniques dominants sur d'autres groupes sociaux racisés, subalternes dominés. Ces pratiques sont conditionnées par des chaînes de pensée, conscients et inconscients, parfois intériorisés par les racisés eux-mêmes. Alors, dans cette définition, le mot important, c'est domination. Le racisme, ce n'est pas une question d'identité, c'est une question de domination, d'exploitation, de pouvoir, d'inégalité. Donc, l'enjeu n'est pas fondamentalement la diversité, la multiculturalité. L'antiracisme, ce n'est pas fondamentalement la tolérance et l'ouverture à l'autre, c'est d'abord de l'antiracisme de prendre conscience de ces rapports de domination, et que le racisme, c'est un rapport de domination. C'est pour ça que je parle de groupes racisés. Et le groupe racisé, c'est bien des groupes sociaux qui sont produits par le racisme. Donc c'est bien des groupes, ça n'existe pas dans la réalité biologique, ce sont des groupes qui sont produits par des pratiques. Donc les groupes racisés, ce sont des groupes sociaux dominés, subalternisés, et c'est pour ça que j'ajoute le terme de groupe racisant. C'est pas moi qui ai inventé le terme, mais il est moins habituel que groupe racisé. Il y a des groupes racisants, c'est-à-dire des groupes qui produisent du racisme, qui produisent et qui reproduisent des rapports racistes. C'est pour ça que quand on dit les Blancs, hein, il est évident que les Blancs, comme catégorie sociale, c'est un groupe racisant. Okay. Ça ne veut pas dire que tous les Blancs sont racistes, hein, évidemment. Mais ça veut dire qu'être antiraciste quand on est blanc, c'est avoir conscience, d'abord, hein, c'est d'avoir conscience qu'on appartient à un groupe racisant. Okay. Voilà, donc, d'abord, un rapport de domination entre des groupes dominants-dominés, et que dans le cas du racisme, on traduit par, je propose de traduire par groupe racisé, groupe racisant. Deuxièmement, dans la définition, le racisme, c'est un ensemble de pratiques. Alors, il y a d'abord des actes, des violences physiques, des formes de contrainte, l'exclusion que tout le monde connaît. Aussi des paroles. Dans pratique, je mets les paroles. Quand les paroles sont des actes de langage qui incitent à la haine, qui insultent, etc. Donc, il y a tout le champ des incitations à la haine dont peut-être Martin Fortes Dunia vous parlera cet après-midi, mon ancien collègue. Ces pratiques, elles sont à la fois individuelles et institutionnelles. Évidemment que le racisme, c'est parfois des pratiques individuelles, des insultes, des refus d'embauche et des violences qui sont donc imputables à un individu. On peut dire un tel a commis un acte raciste ou un propos raciste.
Mais il y a aussi des pratiques institutionnelles, des pratiques qui sont structurelles. Donc, il y a parfois racisme sans raciste, sans personne raciste. L'exemple même, une expérience qui a été faite 10 000 fois, le même CV, où la seule différence, c'est qu'un a pour nom Pascal Leclerc et l'autre Malik Benoun, Patrick Leclerc a 2 fois plus de chances de recevoir une demande, une interview d'embauche que Malik Benoun, alors qu'il s'agit exactement du même CV. Et par hypothèse ici, aucun des 100 DRH auxquels on a envoyé ce CV n'est raciste. Okay, mais il y a des pratiques institutionnelles, des habitudes, des préjugés, on y reviendra sur ce terme, qui font que, dans la réalité, Malik Benoun a 2 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche et donc d'être engagé. De la même façon, les populations issues de l'immigration sont surreprésentées en prison, par exemple, c'est le cas également de la population afro-américaine aux États-Unis, ou dans l'enseignement spécialisé. Dans l'enseignement spécialisé, vous avez une surreprésentation des jeunes issus de l'immigration, alors qu'il n'y a a priori aucune raison, puisque les déficiences intellectuelles ne sont évidemment pas liées à la race, à la couleur de peau ou à la religion de la personne. Donc, rapport de domination, des pratiques, on continue, ces pratiques sont conditionnées par des chaînes de pensée, c'est-à-dire des discours, des représentations symboliques, un imaginaire. Ces chaînes de pensée peuvent être parfois tout à fait conscientes. Ce sont des idéologies tout à fait racistes qui nous expliquent pourquoi il y a des races supérieures et inférieures, etc. Parfois des théories scientifiques, biologiques, psychologiques et autres. Mais parfois, ces chaînes de pensée sont inconscientes. C'est des affects de peur, de panique, des obsessions, des fantasmes. Et puis, entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient, il y a l'océan de ce qu'on appelle des préjugés. Les préjugés qui consistent à essentialiser un groupe, à généraliser un groupe. Tous les Noirs sont, tous les musulmans sont, tous les Asiatiques sont. Et ici, il faut faire attention que même un préjugé positif peut être raciste. C'est-à-dire que même un préjugé positif peut faire partie d'un dispositif d'infériorisation. Si vous dites que le noir est jovial, bon danseur, bon musicien, il est évident que vous sous-entendez très vite qu'il n'est donc pas bon sur le plan intellectuel, qu'il n'est pas productif, etc. Donc même un préjugé positif peut être de type raciste, évidemment. Et j'y reviendrai également, ces chaînes sont parfois intériorisées par les racisés eux-mêmes, parfois, pas toujours. À nouveau, expérience bien connue, on demande à des petites filles noires, on leur présente des poupées blanches et noires ou des photos de personnes blanches et noires, et les petites filles noires vont très majoritairement, dans certaines configurations, trouver que c'est la poupée blanche qui est plus jolie, qui est plus intelligente, qui est plus belle, etc. Donc là, à ce moment-là, il y a eu intériorisation de certaines chaînes, certaines associations de la beauté à la blanchité, etc. Je suppose qu'on reparlera de ça cet après-midi. Donc, le racisme, c'est un rapport de domination. 2, c'est une domination structurelle. Et 3, c'est aussi un phénomène qui est multidimensionnel. Et c'est là où les choses commencent à devenir compliquées. Parce que le racisme, c'est à la fois du droit, c'est-à-dire des actes illégaux. Bon. Mais parfois, c'est des actes qui ne sont pas illégaux, qui sont des pratiques sociales, des attitudes, mais qui ne sont peut-être pas condamnables du point de vue de la loi. Puis c'est aussi des chaînes de pensée, c'est donc des préjugés, des idéologies. Et puis c'est même parfois des théories scientifiques. Bon. Donc c'est multidimensionnel. Deuxièmement, le racisme, il va évidemment changer en fonction des groupes racisés. Le racisme à l'égard des Arabes n'est pas le même qu'à l'égard des Noirs, qu'à l'égard des Asiatiques, des gens du voyage, des Juifs, etc. On peut se demander, est-ce que l'islamophobie est une forme de racisme, Pour moi, c'est incontestable. D'abord parce que c'est fondamentalement lié quand même à un groupe ethnique dans nos pays européens.
et parce que il suffit que ce groupe musulman soit racisé, c'est-à-dire qu'il y ait des pratiques racistes, pour que ce soit qu'il entre, selon moi, dans le champ du racisme. Et je laisse pour plus tard aussi la question de savoir s'il existe un racisme anti-blanc. Et puis le troisième complication, c'est que le racisme est une forme de domination qui croise d'autres formes de domination. On n'est jamais face à du pur racisme. C'est-à-dire que même s'il y a du racisme, c'est du racisme à l'égard d'un homme ou d'une femme. Donc là, la question de genre intervient. À l'égard d'un cadre ou d'un ouvrier. À ce moment-là, c'est la question de classe et la question sociale qui intervient. C'est ce qu'on appelle, et je pense qu'on en parlera aussi, la question de l'intersectionnalité. Alors, le slide suivant. Alors, il y a une métaphore que j'aime bien, qui est la métaphore de l'iceberg, qui peut révéler deux choses. D'une part, c'est bien connu chez Mia, c'est qu'il y a d'une part les faits de racisme qui sont identifiés, qui sont signalés, et puis on sait bien que ça ne représente que 0,5% de l'immense océan des faits de racisme qui ne sont pas identifiés, et qui sont encore moins condamnés. Je le prends ici dans un sens un peu différent. C'est l'écart qu'il y a entre la dimension visible du racisme, c'est-à-dire des actes, des paroles, sanctionnés ou pas, et puis ces dimensions invisibles. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que vous avez deux types de dimensions du racisme qui ne sont pas observables comme ça à l'œil nu, qui est d'une part toute la dimension socio-économique, je vais l'appeler objective, la répartition des groupes ethniques dans l'emploi, le fait que les groupes issus de l'immigration sont surreprésentés dans les titres-services, sous-représentés chez les cadres. Donc il y a toute une dimension objective qu'on peut étudier, que je ne sais pas si l'Union le fait encore, mais à mon époque, on avait initié le monitoring socio-économique, donc qui mesure la proportion des groupes ethniques, selon la nationalité en l'occurrence, sur le marché de l'emploi. Et là, on voit tout à fait des corrélations tout à fait fortes, évidemment, que je viens de dire, entre titres, services, ouvriers, cadres, chômeurs, etc. Donc tout ça, c'est la dimension objective. Alors, je l'ai mis sous l'égide du vieux barbu, Karl Marx, qui nous a quand même appris à regarder ces réalités-là. Et puis aussi toute la dimension subjective, la dimension psychologique, avec toutes les représentations intériorisées, tous les affects que nous avons, les obsessions identitaires, qui va nous faire percevoir l'autre, par exemple, comme un corps étranger, comme quelque chose qui vient souiller mon identité, mon intégrité, etc. Donc tout ça, c'est évidemment psychologique. Ça touche parfois même à l'inconscient, à la sexualité. Et c'est pour ça que j'ai mis ça sous l'égide d'un autre barbu, mais moins barbu, qui est Freud. Voilà. Et donc il faut plonger dans ces deux dimensions pour comprendre le racisme. Alors, je vais maintenant prendre une perspective historique assez classique, pour essayer, pour le coup, de ne pas être trop redondant. On peut passer au slide suivant. On distingue, je vais être très classique de ce point de vue-là, on distingue trois âges du racisme. Et donc trois formes également d'antiracisme. Un racisme biologique et inégalitaire, depuis le XVIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Ensuite, un racisme culturaliste et différentialiste, où on va dire que certains groupes culturels ne sont peut-être pas inférieurs, mais qui sont inassimilables. Et enfin, depuis le XXIe siècle, un racisme dit systémique. Il y aura un exposé, je pense, spécifique sur cette question, qui énonce que le racisme n'est pas un fait d'individu, ou pas seulement un fait d'individu, mais un fait de structure des institutions elles-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire, ça c'est très important, que le racisme change. Le racisme, en fait, il n'a pas beaucoup changé depuis le XVIe, XVIIe siècle. Mais par contre, ce qui va changer, c'est la façon de le justifier, et donc aussi la façon de le combattre. Et il faut voir ces trois âges un peu comme des couches géologiques, si vous voulez, qui se sédimentent. Il n'y a pas une qui remplace l'autre, elles se sédimentent. Et je vais les passer en revue, si vous voulez bien, et puis tirer quelques conclusions. Alors, la première strate historique de racisme naît aux alentours du XVe, XVIe siècle, avec deux faits que nous connaissons, la colonisation de l'Amérique et la traite négrière, et la déportation de 12 millions d'Africains vers l'Amérique principalement.
Alors, il y a un point ici que je n'ai pas le temps de développer, je peux en parler pendant la discussion. Le racisme est un phénomène propre à la modernité. Je peux développer ça, je ne crois pas du tout au racisme comme étant quelque chose d'universel. Chez tous les humains, il y a des livres qui disent ça, même parfois des bons livres, mais vous avez parfois des bons livres sur les prémices fausses, okay, comme le petit livre de Jean-Philippe Leyens sur « Sommes-nous tous racistes ?» et il dit « Oui, je pense que c'est faux ». Et historiquement, c'est faux. L'esclavage antique, par exemple, l'esclavage chez les Grecs et les Romains, les Grecs et les Romains n'avaient aucun racisme à l'égard des populations esclaves. Les esclaves, c'était tout simplement des peuples vaincus, voilà, lors des conquêtes. Donc il n'y avait aucun racisme. Pareil au Moyen-Âge, lors du conflit qui existait déjà entre les chrétiens et les musulmans au Moyen-Âge, il n'y a pas de racisme. Quand Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers, il n'a aucun racisme à l'égard des musulmans qu'il a en face de lui, et vice-versa. Donc je pourrais développer ce point. C'est un phénomène propre qui naît avec la colonisation et la traite négrière. Et donc, tout de suite, dès le XVIe, XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, les Européens vont théoriser l'infériorité de certains groupes pour pouvoir les dominer, évidemment. Et tout ça à partir des traits phénotypiques, la couleur de peau, par exemple, et de traits de caractère qui seraient innés et vont construire l'idée d'une hiérarchie des races. Alors, je vais vous parler, on va faire 3 minutes de philosophie, parce que parfois les philosophes sont intéressants comme étant les symptômes, parce qu'ils rationalisent les philosophes. Et donc on va voir un philosophe allemand qui s'appelle Hegel, sur le slide suivant, voilà. C'est un philosophe allemand du début du XIXe siècle, assez compliqué à lire pour le reste, donc je vais vous simplifier les choses très fortement. Et l'idée de Hegel, c'est un philosophe de l'histoire, hein, et il essaie de voir s'il y a un sens de l'histoire. Et pour lui, le sens de l'histoire, c'est que la raison, la civilisation, s'est réalisée progressivement à travers l'histoire, un peu comme l'être humain, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, hein, et que la raison, la civilisation, trace une évolution d'est en ouest, d'orient en occident. Hein. Donc les premières formes de la raison, c'est en Orient, les premières formes de la raison, c'est en Chine, au Japon, en Inde, avec les grandes spiritualités de l'Orient, c'est l'enfance de la raison. Et puis la raison se réalise dans une forme supérieure en Grèce et à Rome, c'est l'adolescence de la raison, l'autonomie, la raison devient autonome. Et puis, la raison continue son chemin vers l'Ouest, vers l'Europe, avec le christianisme, avec la Réforme, avec la Révolution française, etc. Et finalement, la raison se réalise pleinement en Occident. Okay, voilà. La raison est occidentale. Alors, vous voyez, évidemment, c'est une philosophie de l'histoire qui est très ethnocentrique, hein, et qui va tout de suite produire, chez Hegel, des schémas de pensée racistes. Alors, vous avez l'idée que l'Orient, c'est une figure enfantine de la raison. Hein, donc que les Orientaux sont des gens archaïques, qui ont eu une civilisation, qui ont eu une spiritualité, mais qui est archaïque. Hein. Et donc vous avez toutes sortes de chaînes qui sortent à partir de là. L'occidental, c'est la raison, l'oriental, c'est la sensualité, l'oriental, c'est la religion, l'occidental, c'est la laïcité. Vous voyez, mais tout ça, vous trouvez ça déjà chez Hegel au début du 19e, fin du 18e, début du 19e. Mais vous voyez autre chose, c'est que la raison qui va d'Orient en Occident ne passe pas par l'Afrique. Ne passe pas par l'Afrique. Hors histoire. L'oriental, au moins, il a sa place dans l'histoire. Donc il y a un racisme à l'égard des Orientaux, hein, dans le système de Hegel, mais au moins ils ont une place dans l'histoire. Tandis que l'Africain n'a tout simplement pas de place dans l'histoire. Bien, Hegel va théoriser ça. Le slide suivant, ce qu'il écrit. L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente de soi, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Vous voyez tout de suite les images aussi. Hein. C'est un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier dans l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. L'homme africain représente l'homme naturel dans toute sa barbarie. Alors vous voyez, ici, c'est un terrible geste d'exclusion, évidemment, parce que au moins l'oriental, c'est l'autre négatif de l'européen, mais ici, l'africain, c'est son dehors radical. Hein. L'africain est ici renvoyé à la bestialité, en quelque sorte, et à la nature. Et donc, vous avez
une violence raciste spécifique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Selon les groupes, les préjugés, la construction sera différente. Et Hegel dit finalement la meilleure manière pour l'Afrique d'entrer dans l'histoire, c'est l'esclavage. Donc finalement, on fait ça dans leur bien, quoi, l'esclavage, puisque c'est ça qui leur permettra d'entrer dans l'histoire. Donc vous voyez jusqu'où peut aller évidemment la rationalisation, en l'occurrence ici de préjugés racistes. Alors on va dire oui, mais tout ça c'est ancien, c'est Hegel au XIXe siècle, tout ça n'existe plus. C'est là où je veux dire que ce sont des couches de sédimentation et qu'il y a des choses qui restent. Slide suivant, Nicolas Sarkozy, discours de Dakar, il vient d'être élu président de la République et il fait un discours qui fera scandale, mais finalement pas plus que ça, qui fera un scandale en Afrique, mais absolument pas en France. Et bien voilà ce que Sarkozy dit à Dakar, devant un parterre d'universitaires africains, de chefs d'État africains. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. C'est presque du Hegel, c'est presque ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a pas de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le problème de l'Afrique, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. C'est-à-dire presque les mêmes mots que Hegel au début du XIXe siècle. Oui, la permanence des préjugés racistes, simplement un petit peu expurgés de ce qu'il y a de plus abominable et encore. Alors à partir de là, le XIXe siècle, le slide suivant, va donner un foisonnement de théories médicales, anthropologiques dans les universités, avec toute une typologie et une hiérarchie des races, la plus connue étant celle de Gobineau, qui n'était pas un biologiste, c'était un diplomate, qui va écrire un livre qui va avoir un énorme succès, une énorme influence, l'essai sur l'inégalité des races humaines. En gros, la théorie de Gobineau, c'est qu'il y a 3 races principales. La race blanche qui est caractérisée par l'intelligence, comme par hasard. La race jaune qui est considérée, qui se caractérise par le travail, qui est travailleuse. Et la race noire qui est sensitive et bestiale. Et l'idée de Gobineau, c'est une théorie très pessimiste de son point de vue, c'est que le métissage des races conduisait à la dégénérescence de la civilisation. Okay. Alors à nouveau, on va dire, oh mais ça, Gobineau, c'est terminé, ce sont des schémas dépassés. Oui et non. Ici, il y a quelques mois, un industriel un peu farfelu qui s'appelle Laurent Minguet, liégeois, a tuté et il a dit ceci. En moyenne, le QI des Noirs est inférieur au QI des Blancs, qui est inférieur à celui des Asiatiques, des Est-Asiatiques, et il dit il y a parmi ceux-là des causes génétiques. Alors, c'est très facile de démonter cette théorie. Que mesurent les QI? Rien. Enfin bon. 2, il y a évidemment un biais qui est le niveau d'études, qui est comme un entraînement. Si vous vous entraînez pour le football, évidemment, vous allez avoir des meilleurs tests que si vous ne vous entraînez pas. Et puis des biais culturels, évidemment. Les QI sont conçus par des Européens et des Asiatiques, donc il y a un biais culturel. C'est très facile de démonter le truc. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que Laurent Minguet reproduit les théories de Gobineau, en fait. Vous voyez, à nouveau, mais simplement transposé au QI avec une petite couche galvanoplastique de scientificité, comme si les QI montraient quoi que ce soit. Alors avec le vieux truc raciste qui consiste à ne pas mettre les blancs tout au-dessus. Ça, c'est un vieux truc raciste qui consiste à ne pas mettre la race blanche au-dessus. C'est Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui disait la preuve de l'inégalité des races, c'est que les Noirs jouent mieux au football que les Blancs. Okay. Alors, donc, et vous voyez comment le préjugé, évidemment, positif justifie, évidemment, parce que c'est sous-entendu que les Noirs ne sont pas bons aux échecs, etc., mais par contre, ils jouent bien au football. Alors, on voit bien, évidemment, ce qu'est la vérité. Un mot sur les races au sens biologique du terme. Il y a, je pense, un consensus scientifique pour dire qu'il existe bien des races, mais que c'est un continuum. Donc vous trouverez toujours un individu entre
blanc, noir, jaune, blanc, etc. C'est un continuum. Deuxièmement, ces différences sont infinitésimales et elles sont phénotypiques, c'est-à-dire plus dans l'apparence que dans la structure, qu'il n'y a pas de différence mentale, contrairement à ce que Laurent Minguet dit, et que ces différences n'impliquent aucune hiérarchie de type intellectuel ou de type culturel. Nous passons à la deuxième strate historique, au slide suivant. Évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, ces théories biologiques et inégalitaires s'effondrent, même si les chaînes de pensée perdurent, je viens de le montrer. Pourquoi ? Parce que la Shoah, la décolonisation vont disqualifier le racisme. Il y a aussi tout le travail fait par l'UNESCO, la branche de l'éducation de l'ONU en faveur de l'universalisme et de l'idée que l'humanité est une. Alors, le racisme ne disparaît pas du tout. Ce qui disparaît, ce qui change, c'est sa justification. Mais le racisme, évidemment, comme pratique, perdure. Mais il se mue, en termes de justification, en racisme culturel et différentialiste. C'est-à-dire l'idée que il y a des différences irréductibles qui ne sont pas fondées sur la biologie, mais qui sont fondées sur la culture. Donc, les groupes racisés seraient inassimilables. Et donc, le métissage culturel est une menace de désintégration et de désordre. À nouveau, je fais un petit peu mon boulot. Le slide suivant, on va à nouveau théoriser ça. Vous allez avoir des théories qui vont essayer de rationaliser ça. Samuel Huntington, professeur à Harvard ou à Princeton, je ne sais pas, écrit en 1996 Le choc des civilisations. Il décrit une série de civilisations comme étant des blocs homogènes, étanches, d'origine religieuse principalement. Et l'idée, c'est que la civilisation occidentale, vous voyez que c'est en bleu, là, l'Europe et l'Amérique du Nord, doit se prémunir de, en gros, toutes les autres. Avec des généralisations complètes. Donc, vous voyez que l'islam, ça va du Maroc à l'Indonésie, comme si c'était une civilisation. Comme si les Indonésiens et les Marocains, c'était une même civilisation. Il met les Philippines, qui sont chrétiens catholiques, mais il les met avec les Chinois. Enfin bon, bref, ça ne rime à rien. Mais c'est l'idée que les civilisations sont étanches, et donc que l'Occident doit essayer de garder son homogénéité culturelle, parce que cet Occident est menacé par la civilisation chinoise, par l'islam, et même par les latinos. Vous voyez, la civilisation latino-américaine n'est pas considérée comme étant occidentale, et donc évidemment ça justifie qu'on ferme les frontières au Mexique. Alors, l'antiracisme, évidemment, a essayé de s'opposer à cela, fait l'éloge à ce moment-là du métissage, c'est le discours de la tolérance, de l'ouverture à l'autre. Le racisme est à ce moment-là vu comme quelque chose de rétrograde, comme une dérive morale, venant de minorités extrémistes, d'individus ignorants. Et donc, l'antiracisme, seconde moitié du XXe siècle, se part de deux outils. D'une part, la loi, pour réprimer les actes et les propos racistes. C'est toutes les législations antidiscrimination dont on vous parlera cet après-midi, dont Martin vous parlera cet après-midi. Et le deuxième outil, c'est l'éducation. L'idée que le racisme, finalement, sa racine, c'est l'ignorance. Et c'est les clichés, c'est les préjugés, l'importance de l'école. À partir de là, toute une culture de la tolérance par rapport à l'autre, l'éloge des différences, et c'est la naissance des débats sur universalisme versus multiculturalisme. Comment est-ce qu'on gère le métissage et le mélange ? J'arrive tout de suite à la troisième strate en fait historique, parce qu'au XXIe siècle, on va avoir l'évidence des limites et de l'échec de cet antiracisme que je vais appeler moral. Cet antiracisme dont les deux seuls outils, en fait, c'est la loi et l'éducation. On voit que les lois antidiscrimination et les programmes d'éducation sont en tout cas insuffisants, voire inefficaces. Et en plus, la montée, l'hégémonie de l'extrême droite raciste montre bien que on a échoué. On a échoué. Si le racisme, c'est une affaire d'éducation,
morale, de progrès moral, etc., l'extrême droite ne devrait pas redevenir hégémonique et au pouvoir comme c'est le cas actuellement. Et donc se développe l'idée que le racisme n'est pas le fait d'individus ou de groupes plus ou moins marginaux affichant une idéologie raciste, mais que le racisme est systémique. C'est aussi ce dont on vous parlera. Et donc je vais dire 2-3 choses à ce propos et puis laisser la place pour la discussion. Donc le racisme est systémique, c'est-à-dire est le fruit de pratiques répétitives, anonymes, parfois anonymes, souvent anonymes, souterraines, et que donc le racisme est systémique à travers les pratiques quotidiennes de la police, de la justice, de l'entreprise, de l'école, toutes les micro-agressions, les plaisanteries, les regards. Et donc le racisme n'est pas fondamentalement une question de comportement intentionnel, mais d'une matrice. Alors si c'est le cas, ça veut dire la société est structurellement raciste. Et donc impossible d'exonérer la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, de leur responsabilité dans le maintien de discrimination, de violence raciale. Donc c'est ça, l'idée du racisme systémique. Évidemment, c'est une théorie qui est aussi très violemment attaquée parce que on s'attaque à la structure même de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause la démocratie, l'état de droit, etc., mais en tout cas poser la question de leur inefficacité par rapport à ce phénomène. Alors, je pense que le point le plus intéressant, et je crois le plus juste du fait de dire que le racisme est systémique, c'est de dire, et je vais terminer par là, je veux encore des tas de choses, mais je vais laisser la place à la discussion, c'est l'idée que l'enjeu, c'est pas la tolérance à l'égard de l'autre, à l'égard de celui qui est différent, du noir, du musulman, mais on peut ajouter de l'homosexuel, de la femme, etc. Comme si le racisme était psychologique, comme si c'était le rejet intrinsèque de la différence. Alors que le racisme, c'est la construction même de cette différence. Alors pour ça, je vous conseille l'excellent petit livre de Christine Delphi, qui est Gender Studies, qui est féministe, militante féministe, enfin dont la réflexion vaut aussi pour le racisme, et notamment dans ce petit livre Classés dominés, qui sont les autres. Et ce qu'elle dit, on lit les citations, elle dit voilà, en fait le racisme va commencer dès qu'on va désigner un autre. C'est pas quand on sera intolérant à l'égard de l'autre, mais c'est quand on va désigner l'autre. Parce que l'autre est toujours désigné par l'un. C'est là où on va retrouver racisant, racisé, dominant, dominé. L'autre est celui que l'un désigne comme tel. L'un, c'est celui qui a le pouvoir de désigner, le pouvoir de dire qui est un, faisant partie du nous, et qui est autre, qui n'en fait pas partie. L'un, c'est celui qui a le pouvoir de cataloguer, de classer, bref, de nommer. Donc l'un, c'est l'homme qui va nommer, classer, dire il y a des femmes. C'est le blanc qui va dire il y a des noirs. C'est l'hétérosexuel qui va dire il y a des homosexuels. Et donc la question n'est pas une question fondamentalement de tolérance et d'intolérance. Cette prise de position est seconde par rapport à sa capacité à définir l'autre, à ce pouvoir de définir l'autre. Les autres sont ceux qui sont mis dans la situation d'être définis comme acceptables ou rejetables. Donc le slide suivant, ce que Christine Delphi dit, c'est qu'il faut avant tout dissoudre cette façon de cataloguer, parce que ce classement est lui-même d'emblée porteur, évidemment, d'une hiérarchie. La hiérarchie ne vient pas après la division, elle vient avec. Les groupes sont créés dans le même moment, et distincts et ordonnés hiérarchiquement. Donc, une discrimination, c'est une catégorisation qui est toujours dichotomique, c'est toujours en deux, et avec toujours, évidemment, implicitement, une catégorie supérieure et une catégorie inférieure. Et donc, ça suppose chez les partisans antiracistes donc de l'idée que le racisme est systémique, d'un renversement méthodologique. Le slide suivant, et puis je vais conclure.
chez Éric Fassin, qui est un des principaux théoriciens aujourd'hui du racisme systémique, enfin de la critique du racisme systémique. Ce qu'il faut demander, ce n'est plus qui est raciste. Ça, c'est en quelque sorte l'antiracisme old school. Ce n'est plus se demander qui est raciste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore pointer des responsabilités individuelles, il faut faire des signalements à l'UNIA, etc., etc. Mais fondamentalement, il ne faut pas se demander qui est raciste, mais qui subit le racisme. C'est donc renverser le point de vue en délaissant l'idéologie pour s'attacher à l'expérience des discriminations qui constituent ces personnes que l'on nomme désormais racisées. Pour comprendre le racisme, écrit-il, comme le sexisme, il faut partir du point de vue de ceux et celles qui le subissent. Alors, ça a toute une série de conséquences dans la façon d'étudier le racisme, ce qu'on appelle l'épistémologie située. Il faut toujours partir du point de vue des racisés eux-mêmes. Ça veut dire aussi que toute lutte antiraciste doit partir des racisés eux-mêmes. C'est la même chose, le même principe. Et je vais pas développer ce point. Je vais vous dire ce dont je n'ai pas le temps de parler, voilà, pour laisser le temps à la discussion. C'est d'abord toute la contre-offensive des groupes racisants. Alors la contre-offensive des groupes racisants, c'est la théorie du grand remplacement, par exemple. C'est de décrédibiliser l'antiracisme en expliquant que l'antiracisme est lui-même raciste, en disant mais vous regardez un peu chez les jeunes aujourd'hui noirs ou arabo-musulmans, il y a l'antisémitisme, il y a du racisme anti-blanc, il y a même du racisme intracommunautaire. Alors avec la grande question juridique de savoir si quand un noir dit à un autre tu es un nègre de maison, une insulte de ce type, est-ce que c'est du racisme? Alors moi je ne pense pas, et Fassin non plus, mais c'est toute une question sur laquelle Martin Fortez a peut-être de la jurisprudence belge, je n'en sais rien. Sur le racisme anti-blanc, il faut être net et nuancé à la fois. Il n'y a pas de racisme anti-blanc, puisque ici, si on prend blanc comme étant un groupe racisant et un groupe racisé, mais par contre, sur le plan individuel, il peut y avoir et sur le plan strictement juridique, il peut y avoir éventuellement de ce racisme-là, mais pas au niveau systémique, en quelque sorte. Et puis alors, il y a toute la question de la dénonciation d'une prétendue culture woke, d'un prétendu wokisme, woke ne voulant rien dire d'autre que attentif aux discriminations. Alors, comme si être attentif aux discriminations, c'était être obsédé par quelque chose. Alors ça, c'est le retournement du stigmate, quelque chose qui est positif, comme politiquement correct, par exemple, devient une insulte. Donc, être awake, être attentif aux discriminations devient aussi une insulte, comme d'ailleurs antifa aux États-Unis, c'est-à-dire antifasciste, c'est devenu une insulte. Ça veut dire être des casseurs, gauchistes, etc., etc. Donc une terrible contre-offensive, parce que depuis sans doute l'entre-deux-guerres, depuis 1945, on n'avait jamais connu un racisme complètement décomplexé, et qui réagit de façon extrêmement violente sous les différentes formes que je viens de dire. Les deux questions intéressantes, les deux vraies questions intéressantes qu'il faudrait poser, mais à nouveau, je n'ai pas le temps, mais je laisse pour la discussion, c'est l'articulation entre la question race, la question genre et la question de classe. Comment est-ce qu'on articule les différentes formes de domination, leur analyse et leur critique. Et la deuxième question intéressante, c'est la question de l'universalisme. Qu'est-ce que encore l'universalisme? Et je pense que à partir du moment où l'universel, mais je ne vais peut-être pas développer ce point. Voilà, c'est la question de l'universalisme. Pour savoir si, à partir du moment où il faut voir la réalité à travers les dominants et les dominés, on ne peut pas ne pas voir la question de l'universel en se demandant, mais celui qui énonce l'universel, est-ce que c'est un dominant ou est-ce que c'est un dominé? Donc à nouveau, se dire que l'universel, il se particularise toujours dans une position, dans un énoncé, et qu'il faut à nouveau revenir avec les rapports de domination, qui était le point central de mon exposé. Voilà, j'espère que comme ça, je vous ai donné un petit peu de cadrage
Et j'espère qu'on a encore un petit peu de temps pour la discussion. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Moi j'avais une question quand vous dites que le racisme a commencé à partir de l'esclavage. J'ai l'impression que de tout temps, par exemple, les premiers chrétiens, les premiers musulmans, les premiers juifs ont été persécutés parce qu'ils ont été racisés, on les a identifiés comme faisant partie d'un groupe. Je pense aussi que même dans d'autres régions du monde, en Asie, en Inde, il y a des castes qui étaient aussi socio-économiques mais aussi ethniques. Il y a des conflits interethniques aussi en Afrique, et je suppose aussi en Amérique latine, je ne suis pas un expert. Donc, quels sont les arguments qui vous permettent de dire que le racisme a commencé qu'à ce moment-là? J'ai l'impression que c'est un point de vue très européen-centré et qu'on ne comprend pas les dimensions mondiales où il y a eu des racismes et des groupes dominants et dominés qui ont été persécutés sur la question des races. Merci. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Je réponds directement à la question, c'est dangereux avec moi, hein, parce que je vais repartir pour... Non, mais je vais gérer le timing. D'accord, voilà. Alors, c'est une très bonne question, et merci de la poser, parce que ça me permet de clarifier quelque chose. J'ai balancé très vite que le racisme était un phénomène moderne, donc il faut distinguer le caractère historique. À partir de quand est-ce que le racisme, tel que je l'ai défini, un ensemble de pratiques individuelles, institutionnelles, etc., à partir de quand est-ce que ça commence? Et ça, je maintiens que ça commence avec la première modernité, c'est-à-dire la traite négrière et la colonisation de l'Amérique, parce que ce racisme est indissociable d'un processus de conquête et de domination du monde pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, géopolitiques et peut-être aussi culturelles. Par contre, là où vous avez raison, c'est que cette matrice, après, elle s'est diversifiée en quelque sorte, et elle est aujourd'hui présente aussi dans des conflits entre d'autres groupes que faisant intervenir les Blancs. Hein. Et donc vous avez aussi effectivement maintenant, à partir de cette matrice-là, des phénomènes raciaux qui sont importants en Asie, entre musulmans et hindous, parfois en Afrique également, etc. etc. Donc il faut distinguer la question historique et la question spatiale en quelque sorte. Hein. Et là, je serais d'accord avec vous pour dire que cette matrice que je viens de dire, c'est ce que je l'ai dit d'ailleurs au début, les groupes racisés, vous pouvez les construire. C'est la conjoncture politique, les relations géopolitiques à un moment donné qui font que des groupes sont racisés ou pas. Hein. Bon, les latinos aux États-Unis sont un groupe racisé. Il est évident que à l'intérieur de la société chilienne, il n'y a pas de racisme entre latinos. Bon, hein, okay. Donc c'est chaque fois une situation particulière qui va créer des groupes racisés ou pas. Mais alors, il y a la question très particulière de l'antisémitisme, mais là aussi, je ferai une distinction, mais on ne va pas entrer dans c'est pas les détails, parce que ce sont des questions immenses, mais entre l'antijudaïsme, il y avait très peu d'antisémitisme au Moyen-Âge, en fait. L'antisémitisme commence avec la racialisation, pareil, au XVIe siècle, au même moment où l'Espagne colonise l'Amérique, elle commence une politique raciale à l'égard des Juifs, c'est d'ailleurs d'Espagne que part l'antisémitisme moderne, et qui est très ancien de l'antijudaïsme du Moyen-Âge, qui n'était d'ailleurs pas si virulent que cela. Donc je maintiens l'idée que le racisme est un phénomène propre à la modernité, donc la naissance du racisme c'est bien en Europe, même si après c'est une matrice qui peut fonctionner sur entre d'autres groupes ethniques racisés. Pour rester sur le sujet, pour corroborer le paradigme que vous avez ouvert là-dessus, j'aurais en parlé. Le slide suivant sur la définition, ça donne peut-être des idées de questions. Vous avez intelligemment mis en parallèle Freud et Marx. Je voudrais revenir sur la conception justement de l'open-prolétariat, qui a été théorisée, qui a été influencée par les théoriciens du 15e, du 16e, implémentée évidemment par les philosophes, par les scientifiques,
pour justifier aussi, quelque part, l'entreprise coloniale et l'entreprise de l'esclavage et le col noir en France et autres. Et donc, finalement, est-ce que la volonté de l'expansion capitaliste au XVIe siècle n'a pas été aussi constitutive, à un moment donné, de ce racisme structurel qui a légitimé et qui a permis, encore aujourd'hui, avec vous parliez de sédimentation entre les couches, aujourd'hui, c'est les coureurs à pied, à vélo de Deliveroo, c'est les gars qui meurent sur les chantiers pour faire construire le stade au Qatar. Et donc, ce lumpenprolétariat est influencé indirectement et intrinsèquement par aussi cette vision capitalisto-raciste. Alors, je suis très globalement d'accord avec vous. D'ailleurs, le cas du Qatar, c'est un bon exemple d'une matrice raciste, en l'occurrence là, de populations arabes à l'égard de populations asiatiques, puisque c'est principalement des populations pakistanaises, népalaises, etc., qui sont ces fameux travailleurs qui ont crevé pour construire les stades, effectivement. Alors, globalement, je suis d'accord, c'est-à-dire que c'est le même dispositif qui se met en place très tôt dans la modernité, et c'est là où on doit croiser sur le plan historique la question de race, la question de classe et la question de genre, et où c'est le même dispositif qui va à la fois servir à exploiter en Europe même certaines populations pour construire le capitalisme, la privatisation des terres, ce qu'on appelle les enclosures, etc., la réduction des paysans, la salarisation des paysans, etc., concentration de la propriété, puis après ce sera l'industrie. Deuxièmement, c'est la même matrice qui permet le colonialisme, et qui autorise le colonialisme, la traite négrière, et puis la colonisation, qui n'est qu'une conséquence de la fin de l'esclavage, mais on voit bien que c'est la même chose. S'il n'y a plus d'esclavage, on va en Afrique, là où avant on exportait les esclaves, pour exploiter directement la main-d'œuvre là-bas, et en plus les matières premières, à partir du 19e. Et c'est aussi la même matrice qui est sexiste aussi, hein, et donc qui confine les femmes dans une économie de domesticité, alors que dans les économies traditionnelles, c'était moins le cas. C'était le cas, mais c'était moins le cas. Et donc celle qui a le mieux sur le plan, c'est un peu de la théorie, mais le mieux montrer ça sur le plan historique, c'est une féministe italienne qui s'appelle Silvia Federici, dans Caliban et la sorcière, et qui montre que les trois matrices d'exploitation en fait n'en forment qu'une globale. Hein, et que ça part au XVIe siècle, et elle se concentre surtout sur la chasse aux sorcières, elle fait le lien avec le colonialisme. Peu importe, mais vous avez raison, c'est-à-dire que moi je pense que tout ça, c'est au départ une même matrice qu'on peut appeler le capitalisme, hein, qu'il faut distinguer de l'économie de marché, et qui a une dimension raciste. Voilà, c'est un peu trop théorique de dire ça comme ça, mais ça a des conséquences quand même directes, hein, c'est-à-dire l'intersectionnalité, c'est qui trouve-t-on comme femme d'ouvrage dans les hôtels de Bruxelles? Ce sont des femmes issues d'immigration prolétarisée. Hein. Et donc là, on a, c'est palpable, hein, c'est palpable. Hein, c'est pas, je viens un peu avec des théories, parce que c'est mon métier, mais c'est pour aboutir à des choses palpables. Et donc moi, je suis d'accord qu'il faut croiser la question d'analyse économique d'un système, un système capitaliste, avec les questions de racisme. On ne peut pas les y réduire, mais il faut les lier, ça certainement. Merci. Bonjour. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez raconté, surtout que j'ai une formation d'anthropologue à la base, donc pour tout le monde, l'anthropologie n'est plus ce qu'elle était. On réfléchit beaucoup à cette question d'ethnocentrisme. Et donc moi, je voulais revenir sur la question juste avant. Dans votre réponse, vous parlez beaucoup de modernité. Est-ce que vous pensez pouvoir recontextualiser ce mot? Parce que moi, il me pose toujours un petit peu problème. J'ai peur qu'on tombe de nouveau en l'utilisant dans une sorte de dualisme, justement. Donc un peu plus de recontextualisation, si c'est possible. Merci. Bon, je vais essayer d'être très bref, parce que j'ai pris modernité dans un sens très, très plat, en quelque sorte, qui est un âge. Hein,
et qui est, je vais lier les deux questions, qui est le début du capitalisme ou du proto-capitalisme à partir du 15e, 16e siècle, quoi. Voilà. La modernité, elle commence là, avec donc un projet de conquête, un projet de domination de la nature, de domination du monde, de domination de la nature et donc de productivité et de croissance, de domination du monde, de conquête du monde, avec évidemment toutes les bonnes raisons qu'on se donne. Voilà, donc je caractériserai le projet moderne de cette manière-là, avec aussi ses bons côtés, évidemment. On a accédé à l'abondance, la maîtrise de la nature a produit aussi des effets positifs, même si aujourd'hui on en voit les aspects négatifs. Donc voilà, j'ai pris modernité dans un sens un peu à plat, et on pourrait continuer la discussion pour voir, tiens, quel type d'auteur est-ce que vous avez peut-être en tête, Latour ou quoi, enfin bon, bref, on va pas faire les cuisses d'anthropologie ou de philosophie. Voilà, j'ai pris dans un sens historique que je viens de dire. Et ça pourrait être prolongé pendant le café, évidemment. Voilà. Il y a encore une question. Oui, bonjour. C'était vraiment très intéressant, mais moi j'ai retenu une petite phrase. Pour comprendre le racisme et le sexisme, il faut partir des personnes qui subissent ça. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu ça, puisque ça peut aider les praticiens, les associations qui luttent contre... Voilà. Et puis, dire comprendre. Est-ce qu'il suffit de comprendre comment lutter contre ces histoires-là? Merci beaucoup. Merci, effectivement, c'est un point qui est tout à fait essentiel et pour lequel j'ai dû passer très très vite. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, ou trois. Le premier aspect, c'est pour l'étude, tout simplement, du racisme ou du sexisme. Donc, de partir du point de vue des personnes qui subissent le racisme ou le sexisme. Donc, il y a l'idée que, finalement, tout savoir est situé, et que si on prétend être dans une sorte de neutralité, en position de surplomb par rapport aux choses, on risque très fort, en fait, de reproduire le point de vue dominant. Et donc, il y a un geste d'épistémologie, de théorie de la connaissance à faire, et effectivement, de partir du point de vue des racisés, du point de vue des femmes, etc., etc. Ça veut dire au maximum, et moi j'ai aucun problème par rapport à ça, leur donner la parole à eux ou à elles d'abord. Et donc, je trouve idéalement que ce ne serait pas à moi de faire l'exposé de Cavage, je veux dire. Bon. Parce que, évidemment, ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas mon point de vue. Mais si l'homme blanc et hétérosexuel, etc., diplômé que je suis, doit étudier cette question-là, ce que je dois faire, c'est toujours le raccorder au point de vue du racisé, ou au point de vue etc., de toujours faire ce geste, sans prétendre avoir, par rapport à ce phénomène, une position de surplomb qui serait en fait une position de supériorité. Voilà. Ça, c'est pour le savoir. Concernant la lutte, c'est un principe simple, c'est que quand on est attaqué en tant que noir, arabe ou autre, c'est-à-dire en tant que racisé, il faut répliquer en tant que noir, arabe, etc. Et non pas, et ça a des conséquences pratiques, et non pas d'abord au nom des droits de l'homme ou au nom de... Quand on est attaqué en tant que noir, on répond en tant que noir. Hannah Arendt disait déjà ça à propos elle était juive, et elle disait ceci: lorsqu'on est attaqué en tant que juif, c'est en tant que juif qu'on doit se défendre, non en tant qu'allemand, citoyen du monde, ou même au nom des droits de l'homme. Quand Hannah Arendt écrit ça va. Quand c'est Norman Ajari, qui est un auteur et militant noir, décolonial, quand il dit la même chose, quand on est attaqué en tant que noir, il faut répondre en tant que noir, et non pas au nom de la France, ou des droits de l'homme, etc., il se fait évidemment complètement dézinguer. Ça ne va plus du tout. Voilà, alors je pense que ça a des conséquences qui n'invalident pas les droits de l'homme, qui n'invalident pas la démocratie ou l'état de droit, mais qui replace la lutte
comment dire, donc dans sa matérialité, dans son caractère tout à fait pragmatique, en quelque sorte. Et le troisième point, c'est concernant l'universalisme. Comme ça me permet de dire ce que je voulais dire. C'est quoi l'universel? L'universel, c'est des énoncés, des discours qui énoncent des valeurs ou des normes qui valent pour l'ensemble des humains, pour les orienter dans l'action ou pour organiser la société. Mais l'universel, c'est toujours des discours. Donc l'universel, il est toujours énoncé. C'est dans la Bible. La Bible, c'est un discours universaliste. Le Coran aussi. Les droits de l'homme, c'est un discours universaliste. C'est un discours qui énonce des normes pour l'ensemble des humains, pour organiser la société. Le manifeste communiste de Marx, on y revient, c'est un universalisme. Mais cet universel, il est toujours énoncé à travers les discours. Il est toujours énoncé à un moment donné par quelqu'un à l'égard d'autres personnes. Autrement dit, l'universel, dès qu'il est énoncé, il se particularise. Tout de suite. Donc, opposer l'universel et le particulier, ça n'a aucun sens. L'universel, dès qu'il est énoncé, dans un certain contexte, dit par certaines personnes, il se particularise. Et donc, quand on a un discours qui se prétend universel, vous voyez la laïcité française, la République, l'humanisme, les droits de l'homme, etc., il faut toujours regarder qui l'énonce, à l'adresse de qui, dans quel contexte, pourquoi, à propos de quoi. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'universel, il est énoncé le plus souvent par des dominants. Ceux qui prétendent parler de l'universel, c'est souvent des gens comme moi, des hommes blancs, etc. Qui souvent d'ailleurs font la leçon aux autres, en leur expliquant ce qu'est un bon universel et pas un mauvais universel, etc., etc. Et à nouveau, je pense que le minimum quand on est un homme blanc, etc., c'est d'avoir conscience de ça et donc de faire attention. Bon, ça c'est un premier point. Et on voit évidemment bien que la seule façon pour les dominer d'entrer dans l'universel, d'énoncer l'universel, leur seule façon, c'est d'affirmer leur particularité, c'est d'affirmer la particularité du tort qu'ils subissent, en tant que juif, en tant que noir, en tant qu'arabe, en tant que femme, en tant qu'homosexuel, etc., etc. La seule façon d'entrer dans l'universel quand on est un dominé, c'est par effraction, en quelque sorte. C'est en bousculant les choses. Voilà. Et donc, d'avoir ce point de vue qu'il faut partir du point de vue des racisés ou du point de vue des femmes, etc., vous voyez, ça a des conséquences tout à fait pratico-pratiques, en quelque sorte, dans l'utilisation que l'on fait d'outils tels que les droits de l'homme, etc., etc. Et donc, je pense qu'effectivement, ça peut avoir des conséquences concrètes pour le travail que vous faites, mais ça, c'est à vous de me dire ou d'en parler entre vous, en quelque sorte. Mais donc ça, c'est tous les travaux de gens comme Eric Fassin, comme Norman Ajari, enfin il y a toute une littérature, Ouria Bentouami, etc. Tous ceux que Macron appelle les islamo-gauchistes, mais qui est une façon de stigmatiser de nouveaux paradigmes qui effectivement partent des victimes eux-mêmes et qui est en fait un point de vue extrêmement pragmatique, qui est de dire, allez, les théories c'est bien beau, mais repartons un peu de la réalité vécue par, je disais, la femme d'ouvrage dans les grands hôtels à Bruxelles. Voilà, repartons de son point de vue, et idéalement même de sa parole à elle. Et là, on rejoint l'anthropologie. C'est-à-dire l'anthropologie qui s'intéresse aujourd'hui à ces questions, c'est ça le travail de terrain qu'elle fait. C'est de donner la parole aux racisés eux-mêmes. Alors nous allons prendre la dernière question. Oui, vous voyez, je suis bavard. J'avais prévu. Je vais faire boucle, en fait, je reviens à la première question, à savoir, est-ce que ces phénomènes de racisme ne sont pas plus anciens que la modernité? Je pense à l'Antiquité, donc monsieur avait cité la condamnation du Christ, donc la communauté judaïque face à cette nouvelle religion. Est-ce qu'on ne peut pas voir là déjà un phénomène de racisme? Je pense au terme barbare en grec, je n'ai plus l'étymologie exacte, mais est-ce que ça ne distinguait pas
les étrangers qui étaient d'une autre culture, et dans toute cette volonté de conquête de la Grèce antique, est-ce qu'il n'y avait pas, outre cette volonté de conquérir des territoires, aussi cette volonté d'expansion de cette culture? Alors, je ne vais pas... globalement, je pense qu'on ne peut pas mettre l'ethnocentrisme des Grecs qui est évident, hein, par rapport aux barbares. Donc barbare en grec, c'est cette onomatopée, c'est ceux qui parlent comme les oiseaux, ceux qui gazouillent, barbarophonoi. Bon. Alors c'est évidemment dénigrant. Mais je ne dirais pas que c'est du racisme. C'est pas du racisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'abord chez les Grecs, de volonté de conquête des barbares. Hein. Il n'y a pas la volonté de les asservir. Il y a la volonté que les Grecs soient maîtres chez eux. Et d'ailleurs, quand Alexandre le Grand fait ses conquêtes, il a une entreprise de métissage complet, hein, de complet métissage avec les populations perses et les populations égyptiennes. Et il y a finalement, je ne vais pas entrer de Thucydide, etc., mais Hérodote, il y a un grand respect en fait des Grecs et une grande curiosité des Grecs à l'égard de ceux qu'ils appellent les barbares. Donc il ne faut pas confondre l'ethnocentrisme et le racisme au sens de la définition que je viens de donner. Cette définition, elle ne vaut pas pour les Grecs à l'égard des barbares, pour les Romains à l'égard des autres, etc. Je voudrais dire une petite chose, parce qu'il y a notamment un psychologue au demeurant très, très bon, Jean-Philippe Leyens, qui a écrit un petit bouquin « Sommes-nous tous racistes ?» et il dit oui. Voilà. Alors c'est une idée qui court, hein. Finalement, on est tous racistes parce que, dit-il, on a tous la préférence endogroupale, c'est-à-dire que c'est presque dû à l'animal humain, que nous préférons toujours les gens de notre groupe par rapport aux autres. Et alors il fait des tas il montre des tas d'expériences de psychologie sociale sur lesquelles, d'une certaine façon, il est naturel chez les humains d'être racistes. Et dans son idée, c'est pas du tout pour excuser le racisme, hein, c'est au contraire pour dire chacun d'entre nous, eh bien, on a un fond raciste parce qu'on préfère toujours notre groupe au groupe des autres. J'ai démonté son petit bouquin, je fais ça avec mes étudiants, parce que toutes les expériences qu'il montre, en fait, derrière chaque expérience de groupe, il y a toujours soit un groupe dominant et un groupe dominé, soit une autorité qui désigne des groupes dominants et dominés. Donc c'est la fameuse expérience de l'institutrice Elliot, hein, qui avait séparé sa classe, donc on est juste après l'assassinat de Martin Luther King, et c'est une militante antiraciste, et elle veut montrer à ces petits blancs, elle n'a que des petits blancs dans sa classe, ce qu'est le racisme, et donc elle sépare les yeux bleus et les yeux bruns, peu importe si c'est les cheveux ou les yeux, mais je pense que c'était les yeux bruns et les yeux bleus, et elle traite préférentiellement les yeux bleus par rapport aux autres, et tout de suite se crée un racisme de ceux qui ont les yeux bleus, à qui elle dit que c'est, en plus les yeux bleus, c'est une connexion avec l'intelligence, que les yeux bleus sont plus intelligents que les autres, etc. Et donc il y a un racisme des petits yeux bleus vis-à-vis des yeux bruns. Puis le lendemain, à l'inverse, et puis elle leur montre ce qu'est le racisme. Justement, les Jens disent c'est bien la preuve que même les enfants ont un fond, il suffit d'activer un petit peu et ont cette préférence en deux groupes. Mais enfin, c'est l'institutrice qui institue les groupes, c'est une parole d'autorité. Donc c'est à nouveau un rapport de pouvoir qui crée évidemment les deux groupes. Hein. Et les petits gosses, s'il n'y avait pas eu l'autorité de l'institutrice, ils n'auraient jamais fait un groupe et l'autre. Donc c'est pour moi hyper important de toujours se dire que le racisme est un rapport de domination qui établit une hiérarchie entre des groupes. Voilà. Et donc, à partir de là, il est faux que le racisme existe depuis toujours et qu'il est inhérent à l'être humain, etc. Non, c'est une construction. C'est une construction profonde, c'est une construction qui est enracinée, évidemment, depuis des siècles, avec des tas de conséquences, parce que c'est à la fois psychologique, économique, juridique, etc. Mais c'est une construction. Et c'est important de toujours se rappeler ça, parce que si c'est construit, ça peut être déconstruit. Un tout grand merci. Je propose qu'on applaudisse Édouard Berguel.